Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qu'on a dédiée cette fois au no-code. On l'a intitulée Product Managers Love No Code. C'est une série de 6 vidéos que j'ai le plaisir d'animer avec mon ami Florent, qui est venu spécialement de Marseille pour qu'on fasse ça ensemble. Ça va Florent? Salut Hugo, ça va super et toi? Très bien, au top. Tu nous en dis un petit peu plus sur ce qu'on va Absolument. faire pendant ces 6 talks? Du coup, pour cette série, on a invité tout le gratin de la scène du no-code. On parlera du no-code à destination des product managers pour construire des landing pages, des sites vitrines, automatiser des processus, des back-office, des SaaS. Bref, le no-code est sans limite. Pour ceux qui sont intéressés par tout type de contenu autour du product, vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez sur la chaîne YouTube ou vous allez directement sur media.tiga.co. C'est parti pour un nouvel épisode. Dans cette vidéo, nous avons convié Théo Roland et Valentin Geffroy qui vont vous parler du no-code pour créer des sites vitrines et des landing pages. Alors, disclaimer, ici on ne parlera pas de WordPress, ni de Joomla, ni même de CMS classique, mais bel et bien d'outils no-code qui sont plus récents et beaucoup plus puissants. Si vous me dites les mots Webflow et expert, je dirai immédiatement Théo. Théo fut le premier expert certifié par Webflow en France. Il est le fondateur de Init Programme, une formation en ligne pour que créer un site vitrine devienne un jeu d'enfant. Streamer à ses heures perdues, vous le trouverez certainement sur Twitch en train de discuter du no-code. Valentin est expert Webflow, growth hacking et marketing. Il accompagne ses PME et ses startups dans des problématiques d'acquisition, de croissance et en particulier sur leur landing page, leur site vitrine et leur campagne ads. Valentin a également un side project, son petit bébé, Notion Everything, qui est une marketplace de template Notion. C'est parti. Dans le monde du produit, et c'est ce qui nous intéresse chez Tiga, de le voir de manière plus générale, on a aussi des product designers et des product marketing managers. Et justement, c'est intéressant d'avoir vos deux visions, avec vos deux backgrounds. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement comment vous vous êtes formé et comment vous avez découvert le no-code? Ça remonte à un sacré bout de temps maintenant, même si l'écosystème est assez jeune, ça remonte à quelques années maintenant. Et à l'époque, il n'y avait pas énormément de ressources. Flux, qui est une grosse formation internationale anglaise, enfin en anglais du moins, qui est la base, je pense, de tous les designers d'aujourd'hui. Et parce que c'était à peu près la seule ressource, il n'y a pas encore la Web University. Et puis, comment on est arrivé dans le no-code? Frustration au niveau de la créa pour moi. Parce que les développeurs avec qui je travaillais ne faisaient pas ce que je voulais forcément. On est à la recherche du pixel perfect. Les designers ici comprendront de quoi je parle. Et puis voilà, je voulais faire tout de A à Z. Donc, c'était l'occasion rêvée avec Webflow. Alors moi, c'est un peu différent, je dirais, mais c'est un peu toujours dans cette logique du frustré en fait par les outils qui existent. Avant, j'étais grosse marketeur, je travaillais en agence et j'ai un peu, comme je codais pas ou j'avais pas vraiment cette volonté de coder, très vite on passe par des outils qui sont no code. Donc au début, on touche surtout à du Zapier ou à du Photon Buster pour ceux qui sont un peu dans le domaine du marketing, qui sont des outils assez simples à prendre en main et qui permettent assez rapidement d'avoir des résultats. Et il y a la problématique des sites qui arrive forcément au bout d'un moment où on se dit il n'y a pas vraiment en fait, d'outils, du moins il y a 3-4 ans, il n'y avait pas vraiment d'outils qui étaient à la fois performants, qui se permettent de faire un design qui soit bon et avoir un site qui soit derrière performant en termes de juste de SEO et que ça soit juste cool et que ça ne s'affiche pas en 10 secondes, quoi. Et qu'en même temps, on puisse bien en fait traquer au terme de forme, etc. Et donc, Webflow, moi, je me suis mis un peu comme ça, et puis je me suis formé sur le tas. Et j'ai pris au bout d'un moment la formation Flux, qui était chouette, et j'avoue que ça a été la formation Init derrière. Un petit big up à Théo, parce que vraiment, c'était déjà plus simple d'apprendre en français, et Ouais, aussi parce qu'elle était plus poussée sur certains points. Selon notre sondage, on a vu que 27% des personnes ayant utilisé du no-code ont utilisé Webflow, et c'est justement un outil dont vous avez parlé et pour lequel vous êtes expert. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement à quoi ressemble cet outil Ok, alors ça va et être. à quoi il sert aussi, bien sûr? Ok. Pour vous décrire Webflow de manière visuelle, c'est l'interface. Vous avez votre feuille blanche et vous avez les éléments qu'on connaît du HTML et du CSS qui régissent le web d'aujourd'hui. Vous allez venir les appliquer visuellement avec des boutons, des sliders, des choses très simples qui permettent d'interagir avec du technique en fait, techniquement. Donc c'est une interface voilà, qui est couplée à un CMS, là où je fais un peu
la passe avec la question d'après, mais qui est couplé avec un CMS qui nous permet de venir gérer des données dynamiques et donc des pages comme des articles, des landings, etc. Eh ben, magnifique transition. On va peut-être passer au cas pratique, au cas concret que vous avez que vous avez rencontré. Et du coup, est-ce que vous pouvez avoir 2-3 exemples à nous partager? Un chacun plutôt d'ailleurs. Allez. Sinon, on va exploser le timing. Carrément, carrément. Vas-y, je te laisse commencer, Théo. Vas-y, Théo. Ça marche. Je te laisserai du coup partager l'écran, Magin. Oui. Alors moi, je vais vous parler de Quable. Quable, c'est, je pense que vous avez tous entendu parler du serveur qui a brûlé il y a pratiquement un an maintenant, à Strasbourg, d'une marque qu'on connaît tous, qui est française. Et le problème, c'est que Quable avait son site sur WordPress, sur ce serveur-là. Spoiler, ils avaient également payé pour un duplicata de serveur qui était stocké au même endroit. Donc, double perte. Donc, il a fallu rapidement recréer une solution vitrine et en plus de ça, venir digérer le contenu qui était sur WordPress et l'intégrer sur Webflow. Pour ça, pas 36 solutions. Soit on fait tout à la main, soit on essaie d'automatiser un petit peu. Et donc, pour ça, on est passé sur du Airtable. Sur Airtable, ce qu'on fait, c'est qu'on est venu importer tout le blog. Alors, il y a le CMS, il comprend le blog, il comprend les ressources, il comprend le glossaire, il comprend les différents clients, les cas d'usage, etc. Donc, c'est un très gros CMS qui, du coup, est listé en haut ici dans les différentes tables. Et comme vous voyez, par exemple, dans ressources, on avait quelque chose qui était très brut avec du contenu, très peu digeste. Et ça, il va falloir le remettre en forme pour l'intégrer dans Webflow. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé dans Airtable pour récupérer les données, les restructurer, venir les relier entre elles, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas venir faire forcément avec du WordPress directement dans Webflow. L'idée, c'était de venir créer on va dire une passe D, mais entre les différents éléments pour que vous, quand vous naviguez sur le site, vous puissiez aller d'une page à l'autre et donc renforcer ce maillage interne. Donc, c'était extrêmement important et l'idée, c'était vraiment de développer cette partie-là. Et pour ça, ensuite, la transférer dans Webflow et ne plus avoir rien à faire. Donc, cette transition-là, elle a été très, très courte. Tout a été automatisé. On a vérifié les URL, on a digéré le contenu. Et ensuite, grâce à nos boules, on vous mettra le petit lien en description, on peut pousser ces données de Airtable vers Webflow. L'intérêt, c'est que la transition WordPress-Webflow, elle est beaucoup plus fluide. Elle fonctionne également avec des CMS beaucoup plus gros et elle permet d'un seul coup de revenir générer des pages, des landings, des pages d'articles, des pages de cas d'usage, etc. avec des formulaires d'un seul coup, sans avoir à recréer chacune des pages dans ce nouveau système CMS que Quable s'appropriait petit à petit. Donc voilà, petit cas d'usage rapide. Ok, merci. Du coup, Valentin, si tu veux y aller. Très bien. Alors moi, je vais vous présenter un petit cas d'usage un peu différent. Donc moi, je travaille avec une entreprise qui s'appelle Gorgias, qui est un customer support pour les e-commerce, qui sont spécialisés e-commerce. C'est une boîte française, mais quand même très implantée aux États-Unis. Donc nous, ce qu'on a construit il n'y a pas très longtemps, c'était un petit formulaire au final qui dirigeait vers un benchmark et qui a permis de capturer du lead. Donc comment ça se fait? C'est assez facile. On construit une page en fait sur Webflow, on la design un peu comme on veut. Et ici, la personne va rentrer son email, va sélectionner son industrie et derrière va checker son industrie. Et donc quand elle a checké, nous, ça nous permet de capturer le lead, de savoir en plus dans quelle industrie, et on tombe sur en fait derrière un benchmark qui va être fait comme ça, où on a des informations en fonction de son industrie, comment il se compare, toujours au niveau de son customer success, donc c'est-à-dire le temps de réponse de la première réponse, combien de temps ça met pour, par exemple, résoudre une conversation, le taux de satisfaction, etc. Et tout ça permet en fait d'avoir des informations qui peuvent être très intéressantes pour une entreprise afin qu'elle s'améliore en fait en permanence. Donc tout ça a été fait en Webflow. L'information derrière elle vient de Airtable, donc un peu à la même manière que Théo. On importe en fait l'information depuis Airtable dans le CMS de Webflow. Donc si demain on a besoin de mettre à jour l'information, on a juste à aller dans l'Airtable, mettre à jour et toute l'information sera transférée directement auprès de Webflow avec juste un petit clic d'une automatisation. Ça se fait très facile. Donc ça a été un premier point et leur but c'était vraiment que les gens derrière en fait bookent une démo, bookent en fait quelque chose pour passer sur leur outil. Le deuxième point que je vais aller très rapidement dessus, c'est on a fait des landing pages, parce que ça va, je pense, intéresser toujours cette logique de convertir, des landing pages en fait pour de l'ADS avec Webflow où on a créé en fait toute la structure.
Et au lieu de se prendre la tête à avoir plusieurs landing pages différents, donc plusieurs CMS différents qui ont des structures différentes, on va juste en fait faire des systèmes de conditions dans Webflow. Donc là, par exemple, on va à une première avec juste un email à mettre qui permet d'avoir accès en fait à l'outil. Et par exemple, ici, on va avoir un formulaire qui va être plus long, qui permet d'avoir accès et de prendre en fait une démo. Et on peut même après faire d'autres types de structures avec juste là, avec une image qui se met ici, afin de toute façon, de renforcer un petit peu cette envie de souscrire. Donc, toute cette logique, c'est dans un but de tester en fait différentes structures et tout ça est purement automatisé, ou du moins tout est géré par le CMS. Tout le texte est changé dans le CMS et très facilement, on peut se dire, OK, j'ai l'impression que si on veut A/B tester et dire, OK, je veux tester si l'email, ça marche mieux plutôt qu'un form démo, eh ben, je peux très facilement l'A/B tester parce que tout reste sur la même page. Donc, c'est simple en fait à dire, OK, tu vas m'afficher ça plus que ça. Voilà, c'est un petit peu les points qu'on a vus qui sont intéressants avec Gorgias, quoi. Ok. Hop, Alors, j'ai une question. Hop, je vais supprimer ton écran. pas de souci. J'ai une question de Florent, qui est un parfait inconnu, bien sûr, qui pose la question de pourquoi vous n'avez pas utilisé le CMS intégré de Webflow et vous avez préféré aller sur Airtable. Alors, dans mon cas d'usage, Airtable, en fait, il fait office d'intermédiaire temporaire. C'est vraiment dans le cadre de la refonte où on a besoin de digérer les données. La page telle qu'elle est dans WordPress ou dans le CMS que vous utilisez avant, elle a une manière d'afficher les données qui ne va pas forcément être la même dans Webflow, surtout si on a un design un petit peu personnalisé. Donc forcément, on doit digérer les données, mais ce qu'il faut, c'est quand même conserver les liens qu'ils ont entre eux. Supposons un article, à la fin de l'article, on doit recommander d'autres articles, donc il faut conserver ces liens vers les autres pages du CMS. Je pourrais avoir un CSV, je pourrais avoir un Google Sheet qui vient lister tous mes articles avec tous mes textes, mais je n'aurais pas cette notion de rich text, d'aller vers des textes plus enrichis avec des titres, avec des images, etc. Je ne pourrais pas avoir des liens directs vers d'autres collections, d'autres éléments. Donc forcément, je suis obligé de passer par cet outil de base de données qui s'appelle Airtable et ensuite de l'envoyer dans Webflow. Donc aujourd'hui, Webflow ne passe plus par Airtable pour venir intégrer son contenu. Tout est géré nativement dans le CMS de Webflow et c'est beaucoup plus simple pour eux. Mais c'est cette grosse phase de digestion de la donnée qu'on est obligé de passer par Airtable pour faciliter la charge en fait. Ouais. Ok. Alors moi, de mon côté, Airtable, ça a été plus dans une logique de Airtable est un outil déjà beaucoup plus puissant en termes de base de données, vu que c'est leur cœur de métier. Donc en termes de formatage de la donnée, c'est super efficace. On peut vraiment s'amuser là-dessus. On peut faire des systèmes de formules qu'on ne peut pas faire avec Webflow. Et aussi parce que en termes aussi que par exemple, les personnes qui vont rédiger ces pages ou faire ces pages, au final, n'ont pas forcément accès au Webflow et on n'a pas forcément envie de leur donner un accès parce qu'il y a des risques aussi jusqu'à modifier des choses qu'elles ne devraient pas. Donc en fait, ça permet de limiter les dégâts, on va dire, ou justement de limiter le rôle en donnant un accès au Airtable, à fond leurs modifications et après les changements sont soit pushés par nous une fois qu'on a soit vérifié ou autre, soit automatiquement. Voilà. Donc souvent, c'est quand même assez cool d'avoir Airtable fait un peu office de table de jonction, on va dire, entre les deux, ou de table de connexion entre ce qui est voulu et au final la connexion avec Webflow. Ok, parfait. Alors, j'ai une question, hop, je vous la partage autour de finalement la différence avec un WordPress. Sujet assez vaste, mais très rapidement, parce que je pense qu'on pourrait y passer plusieurs heures. Liberté créative, le Divi ou le Elementor, c'est des builders par bloc. On a des blocs préfaits sur lesquels on va venir jouer en termes de style. On va pouvoir modifier la couleur, pouvoir modifier les styles de texte, etc. Mais ça reste relativement léger. Là où techniquement, on vient vraiment faire du développement de manière visuelle dans Webflow. Donc, on a tout de suite une plus grande flexibilité dans le design. L'autre point hyper important, c'est que nativement, Webflow va reposer sur les serveurs d'Amazon. Scalabilité, du coup accueil d'un trafic d'un grand nombre de personnes, délivré par Fastly. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on démarre avec WordPress. WordPress, on va se mettre sur un hébergement, potentiellement dans une marque à 3 lettres qui peut brûler à Strasbourg. Et donc, on peut avoir des risques comme ça. Donc, tout de suite, pour la simplicité et l'aisance d'utilisation, moi, je recommande plutôt Webflow qu'un WordPress plus Divi Elementor. Ouais, alors Ok. moi, ça va plus être pour compléter ça, c'est là où Ouais. on voit nos différences. Moi, c'est plus que WordPress est un outil qui est fantastique, mais qui peut très vite devenir une usine à gaz où on va avoir une dizaine, quinzaine de plugins, des fois un plugin juste pour faire un petit truc en particulier. Et tout ça, forcément, déjà, ça alourdit le site. Donc, en termes de performance, c'est pas forcément bon.
Et donc, en termes de SEO aussi, des fois, ça peut être assez complexe. En fait, c'est un peu toute cette difficulté qu'on a avec WordPress qui est, OK, on a accès au code derrière, mais ça reste du PHP. C'est pas du code qui est forcément sexy, il faut se mettre dedans, etc. Comme disait Théo, il y a cette logique de devoir gérer l'hébergement, de devoir gérer tous ces points-là qui sont en fait autogérés déjà avec Webflow. Et après, le dernier point, c'est que Webflow, le gros plus, c'est quand même son CMS qui est très puissant et qui est très simple d'utilisation. Donc, il n'y a pas besoin d'être magicien ou autre. On crée un système de blog post en collection, ça crée automatiquement une page dynamique et après, on n'a plus qu'à relier, dire bah, ça va être mon titre, ça va être mon texte. Et très facilement, on peut construire quelque chose qui a de la gueule au final et qui, en plus de ça, c'est fait en l'espace d'une demi-heure, une heure, quoi. Ok. Est-ce que du coup, vous voyez quand même des limites? Est-ce que vous en avez rencontré dans vos précédentes expériences au niveau de l'utilisation de Webflow? Oui, Soyez quelques-unes. honnête, hein. Ouais, non, mais Clairement. je préfère être transparent. Alors, il y en a une grosse que voilà, je clame auprès de Webflow, c'est le e-commerce. Le e-commerce avec Webflow, c'est pas encore ça, ça reste très léger, c'est très orienté produits immatériels, produits ouais, digitaux. Parce que voilà, on n'a pas de suivi de livraison, on n'a pas de relance de panier abandonné, on n'a pas de gestion de compte utilisateur, donc forcément, c'est compliqué si on veut créer un gros site e-commerce. Donc aujourd'hui, moi, je ne recommande pas de site e-commerce avec Webflow. Après, les autres limites, souvent, c'est sur des cas d'usage très spécifiques. Je parlais tout à l'heure de Quable. Sur Quable, on a mis du multilangue, donc il y a 2 langues, français et anglais. Webflow, nativement, on ne va pas avoir de module pour gérer le multilangue. Il faudra passer par un service externe. Alors, ce n'est pas un plugin, à la différence de WordPress. On ne vient pas l'installer dans Webflow, c'est simplement un service externe qui est géré et maintenu de manière externe par l'équipe de Weglot, donc c'est Weglot, et qu'on va venir connecter par un script. Mais du coup, on va atteindre des contraintes, par exemple, sur des méthodes sous-domaine, des choses comme ça. Je voyais par exemple Jonathan qui parlait des perfs et du SEO. Lorsqu'on va aller dans des structures de sites assez élaborées et on va passer par Weglot, forcément, on va travailler avec le sous-domaine. Et donc, ça veut dire que techniquement, on a 2 sites qui sont référencés, un site français et un site anglais, et pas un seul et même site. Donc voilà, ça peut venir pêcher un peu sur ces plans-là, Ouais. mais on est dans des gros besoins. Après, il faut se dire une chose aussi, c'est que si on parle du multilangue, il y a très peu aujourd'hui d'outils no-code qui savent le gérer. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, il n'y en a aucun. Bubble n'arrive pas à gérer du multilangue non plus parce qu'en fait, c'est un casse-tête derrière technique. C'est déjà très compliqué à le faire en code parce qu'il faut bien tout setup. Donc souvent, en fait, il faut passer par des outils externes qui sont spécialisés là-dessus. Donc on a parlé de Weglot, qui est un exemple français en plus, donc c'est plutôt cool. Et forcément, ça va prendre en compte. Donc le multilangue, moi, en général, quand il y a des clients qui viennent me voir avec ça, par exemple, je leur dis, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir un multilangue aujourd'hui? Parce que ça demande en fait vraiment une technicité, on rajoute un peu de la complexité dans tout ça, quoi. Ok, très bien. Combien de temps ça met en général, enfin, dans vos expériences, en termes de développement, le fait de mettre en place des outils tels que ceux que vous nous avez montrés? Weglot, Webflow, en fait, ça va dépendre de la taille du projet, forcément. Bien sûr. Mais ça peut aller très très vite, en fait. Ça va dépendre aussi de la manière dont est designé le projet. Si on a des blocs qu'on réutilise, on a des moyens dans Webflow d'accélérer la phase de développement par des éléments qu'on peut réutiliser, les symboles et autres choses comme ça. Et après, en soi, ça peut être très très rapide. On peut avoir des projets. Je sais que Valentin, je l'ai déjà vu travailler par exemple sur des projets de landing où en une journée, hop, la landing était levée parce que le projet était déjà existant auparavant. Lorsqu'on va repartir de zéro, comme on a pu le faire avec Quable, le projet Quable dans sa globalité sur la phase de développement, on est sur un petit mois. Mais dans le petit mois, on va comprendre la phase de digestion de contenu dans Airtable, de transfert dans Webflow, de création de toutes les pages dans Webflow, puis la phase de recettage et la phase de livraison. On a finalement beaucoup de phases qui sont réunies en un mois pour un site qui est quand même assez imposant en termes de nombre de pages. Donc ça peut varier. Et après, les outils qu'on va venir intégrer, la majeure partie du temps, c'est très simple à intégrer. C'est là aussi l'avantage de l'écosystème no-code, c'est Weglot. Techniquement, vous avez 1h30 devant vous, vous avez rendu votre site multilangue. C'est très simple à utiliser, c'est très simple à mettre en place. Du Zapier derrière, c'est pareil. Enfin, c'est très court. Okay. C'est à peu près ça, ouais, je suis assez d'accord. Tout va dépendre. En fait, c'est toujours un peu, on me pose assez régulièrement cette question du combien de temps ça te met pour développer 1, 2, 3 pages. En fait, tout va dépendre de la complexité du design, tout va dépendre de la complexité technique aussi derrière, si on doit relier, s'il y a du CMS, etc. En fait, il y a tout ça à prendre en compte. En soi, c'est sûr qu'une fois qu'on gère Webflow, à la fois on arrive à savoir ça, et puis à la fois on arrive à aller plus vite.
c'est plus, en fait, moi, je considère qu'aujourd'hui, Webflow, on gagne du temps, en fait, sur le futur, quoi. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est plutôt, en fait, on set up tout en amont et quand on fait le projet, et ce qui fait que ça va faire gagner du temps après. Parce qu'en fait, logiquement, les petites équipes, dès qu'elles veulent créer un nouveau blog post, bah, elles n'ont pas besoin de dupliquer une page ou quoi. Elles ont juste à créer un nouvel item et ça se fera automatiquement. Tout va bien se mettre à jour. Contrairement à du WordPress, typiquement, ou contrairement à d'autres outils où bah, tout de suite, on va devoir un peu faire pas mal de manip à la main qui peut entraîner des erreurs. Ok, très bien. Justement, on parle un petit peu d'appréhender finalement la complexité du sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les coulisses d'un projet? Comment ça se passe? Quels sont les interlocuteurs? Comment vous discutez avec eux? Est-ce que vous utilisez, par exemple, je parle peut-être plus pour toi, Théo, au niveau design, mais est-ce que vous utilisez des Figma? Est-ce que vous passez par cette étape-là ou est-ce que vous allez directement dans Webflow? Ouais, alors quand on a la phase de réflexion en amont du design encore, on peut passer sur du Miro, des choses comme ça. Après, en effet, et ça c'est très important, il y en a beaucoup qui pensent que le design et le développement va se faire sur Webflow. Alors là, non, je mets mon gros warning là-dessus. Webflow, c'est un outil de développement, c'est pas un outil de design. Dans la phase de design, on va faire des allers-retours, on va échanger avec le client, on va tester plein de choses. Dans Webflow, comme je disais, c'est un outil de développement, certes visuel, mais de développement. Donc forcément, on va mettre plus de temps que si on devait changer la couleur sur un outil comme Figma. Donc on a quand même la phase de design dans Figma. Une fois validé par le client, on a cette phase-là de Webflow, en fait, où on va avoir une gestion de projet en parallèle. Alors quand c'est un petit client, la PME ou la startup, où on est sur un projet relativement petit, on reste sur du Notion. Voilà, une interface qu'on a déjà préparée en amont, donc on gagne du temps. Lorsque le projet est plus gros et qu'on a forcément plus d'interlocuteurs avec qui échanger, donc une prise de décision qui est beaucoup plus large, on va passer par du Asana ou d'autres outils similaires. Donc forcément, on va jongler entre plusieurs outils, mais finalement, au total, sur le projet, on va utiliser je dirais 5 outils grand maximum. Donc c'est aussi l'avantage. C'est à peu près ça, ouais. En gros, chaque outil va avoir un peu ça. Et puis, il faut mieux, en fait. Alors, des fois, il y a cette volonté d'utiliser le moins d'outils possible, mais mine de rien, moi, je vois par exemple avec Gorgias, qui est un de mes clients historiques, on va utiliser Asana pour la gestion de projet parce qu'ils ont très bien ordonné leur Asana et ça fait un peu aussi ça fait un peu, comment dire, cette barrière, on va dire, parce que Gorgias, c'est une boîte d'à peu près 250 employés, donc ce qui fait qu'il y a du monde, il y a beaucoup de demandes sur le site qui sont faites, donc on ne peut pas tout gérer, il faut prioriser. Et donc moi, je parle directement, on va dire, avec le responsable du site qui est lui responsable marketing. Et forcément que c'est lui qui va faire un petit peu ce filtre. Mais Asana permet aussi de tout gérer en interne, d'avoir un très bon suivi, quoi. Et après, on va utiliser d'autres outils pour faire à la fois les retours, pour gérer aussi le design. Donc Figma qui est devenu un incontournable. Moi, pour faire par exemple les retours maquettes, j'utilise Markup, qui est très bien aussi. Allez, il y a plein d'outils qui sont sortis aujourd'hui qui facilitent. Le plus compliqué là-dedans, c'est plutôt en choisir et de se dire, OK, je me limite à cela parce que je les connais bien au bout d'un moment et que je sais, en fait, j'ai un peu mon process. Ok, parfait. Alors, on a parlé de Figma, on a une question. Je vais plutôt m'intéresser à la deuxième partie. Existe-t-il des compatibilités avec des Figma Co? Pas à date, pas à ma connaissance, et c'est un peu ma prédiction, mais je pense pas que Figma ira vers du Webflow, c'est-à-dire de venir transformer une maquette en conception web, en fait, en site web. Il y a d'autres outils comme Framer qui commencent à le faire, mais je pense pas que c'est l'axe pris par Figma, parce que Figma ouvre plutôt l'axe dans l'autre sens. En fait, je parlais de Miro qui vient en amont et qui permet de venir échanger, brainstormer, des choses comme ça. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée dans Figma et qui est plutôt portée sur cette phase-là, qui s'appelle FigJam, et donc de phase de réflexion. Et donc je pense que vraiment cette ambition de Figma, c'est plutôt d'aller vers un travail de groupe autour de la création, autour de ce brainstorming-là créatif. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas de moyen de venir pousser notre maquette directement sur du Webflow. Ça n'existe pas. C'est mineur, on pense que c'est assez facile, mais c'est un travail qui est très technique, hein, de vraiment tout bien connecter, etc. Et qu'en fait, le transfert se fasse sans encombre. On passe forcément d'un outil à un autre, donc il n'y a pas forcément la même façon de faire les choses en interne. Et après, je pense que la volonté à la fois de Figma qui est en train de s'élargir, mais vers quelque chose qui est donc, comme disait Théo, d'avoir le côté maquette, mais aussi réflexion en amont, etc. En fait, d'avoir plutôt un ensemble d'outils sur le côté en fait création du design en lui-même. Et Webflow, lui, est plutôt sur du site web. On est quand même beaucoup dans cette logique maintenant d'avoir des sites qui soient de moins en moins généralistes et de plus en plus spécialistes et qui font très bien quelque chose parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mine de rien.
Donc voilà, c'est un peu pour dire, il n'y a pas encore ça, je ne sais pas s'il y aura un jour. On s'en approche de plus en plus, mais il faudra encore quelques années, quoi. Ok. Est-ce que vous pensez que, enfin, est-ce que vous êtes déjà rencontré? Alors, on en a déjà un petit peu parlé avec l'A/B testing. Tu disais, Valentin, Mm. que vous en faisiez, mais est-ce que vous voyez des usages que vous poussez, en fait? En tout cas, est-ce que Webflow est compatible avec ce type d'usage? Alors, je pense à l'A/B testing, mais il y avait aussi une question autour de l'analytics. Comment on peut intégrer, justement? Est-ce qu'on peut aller loin sur de la personnalisation? Au-delà de ça, peut-être avec du code. Alors, du code, des outils externes. Chez Gorgias, on utilise Mutiny, qui est un outil qui permet de faire de l'A/B testing en direct, en fait, en fonction. Et là, on va plutôt loin. Bon, après, l'outil, je ne vous cache pas qu'il coûte une blinde. Mais en fait, ce qu'on permet, c'est en gros, l'utilisateur, le visiteur va arriver sur la page, on va l'identifier en amont. Par exemple, on va identifier le type d'industrie sur lequel il vient, la boîte, des fois, dans laquelle il arrive, dans laquelle il bosse, le type de plateforme aussi, parce que Gorgias s'adresse à Shopify, va s'adresser à Magento, va s'adresser à BigCommerce. Et en fonction de ça, en fait, la landing va changer. Donc, on est sur quand même, on pousse pas mal la personnalisation. C'est tout à fait faisable avec Webflow. Ça va bien sûr impacter les performances parce qu'on rajoute du script qui charge, mais de toute façon, même sur un site qui était développé en from scratch, il y aurait ce problème-là. Aujourd'hui, on peut pousser en fait très loin. Il n'y a aucun problème là-dessus, vu que le gros avantage de Webflow, c'est qu'on a accès autant au head qu'au body en termes de code. Donc, on peut faire vraiment notre tambouille là-dessus et faire un peu tout ce qu'on veut. Et donc, l'A/B testing est très puissant. Voilà. C'est plus en fait, au bout d'un moment, c'est plus se poser la question qu'est-ce que j'analyse avec ça, pourquoi je le fais, etc., quoi. Des vraies questions de product manager. Exactement. Ok. Et au niveau analytics, quelles sont les solutions que vous utilisez? Est-ce qu'il y en a des natives ou est-ce que... Alors, nativement, on peut déjà intégrer du Analytics ou du Tag Manager, enfin du Pixel Facebook dans Webflow. Après, je ne recommande pas forcément cet usage-là parce qu'on va venir dupliquer, par exemple, les scripts qui vont être intégrés. Là où, du coup, on pourrait directement intégrer en Tag Manager et ensuite appeler les différents outils de tracking via Tag Manager. Donc, c'est tout à fait possible. En fait, comme disait Valentin, on a les accès pour venir ajouter du script, donc du code et potentiellement donc, intégrer des outils de tracking. Il n'y a vraiment pas de limite. En fait, tout ce qui peut être traqué dans Webflow peut être intégré. Ouais. La seule contrainte qu'on va avoir un peu plus, c'est qu'en effet, il faudra passer par du code parce que ce n'est pas un bouton, un petit bouton toggle qu'on clique et ça traque. Non, il faudra en effet passer par du code. Donc, il faut avoir cette petite connaissance-là, c'est ça. mais c'est possible. On reste sur une logique, un classique de site. C'est-à-dire que si vous voulez traquer derrière, par exemple, un funnel pour que les informations remontent dans Analytics pour comprendre toutes les étapes, de toute façon, il va falloir passer par du Google Tag Manager, bien taguer tous ces liens, tester et remonter. Ça reste quelque chose de très classique et ça, aucun outil, du moins à ma connaissance, ne peut le faire en fait de base, ou du moins là en fait, parce que forcément, ça va être propre à chacun au niveau de comment on définit les variables, qu'est-ce qu'on veut analyser, comment on veut l'analyser. Donc voilà. Mais de toute façon, vu qu'on a accès au code, il y a zéro problème. Et l'avantage aussi de Webflow, c'est qu'on a accès à tous les éléments. Donc, on n'est pas bloqué par ça. On peut mettre un ID, un event, on peut mettre un attribut, on peut mettre une classe particulière. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour créer son funnel ou tout son tracking du fait qu'on a la main sur tout ça. Ok, très intéressant. Alors, j'avais une question plus au niveau méthodologie, donc je fais un petit peu un retour en arrière. Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler à plusieurs développeurs sur le même produit? Plusieurs développeurs Webflow, non, mais sur Webflow, en fait, donc, il y a plusieurs choses. Il y a la collaboration qui a été ajoutée assez récemment sur Webflow qui permet d'avoir des personnes qui interagissent sur le même projet Webflow, mais du coup avec des hiérarchies et donc des niveaux d'autorisation différents. On a les éditeurs, on a les designers, forcément. Maintenant, on a des éditeurs qui peuvent interagir dans l'interface designer et donc forcément venir changer le fond, mais sans toucher la forme. Il n'y a qu'une personne qui va pouvoir venir gérer cette forme-là et donc changer l'aspect visuel. Après, il m'est arrivé de travailler avec des développeurs JavaScript. Comme je disais, par exemple, on a des fonctionnalités ou des animations qui demandent du JavaScript qu'on ne peut pas forcément faire dans Webflow. Et donc, pour ça, il faudra qu'on travaille dans Webflow et avec quelqu'un qui travaille de manière classique pour du développement. Donc, c'est tout à fait possible. On a pas mal de ressources, de plus en plus de ressources de travailler plus efficacement
comme on disait dans Webflow, on peut ajouter du custom code, mais la contrainte, c'est que quand on va vouloir tester son custom code, c'est pas un CTRL S ou un command S et on regarde si ça fonctionne directement. Il faut d'abord sauvegarder ce petit code dans Webflow, le publier, attendre que ça publie, donc ça publie tout le site d'un seul coup, voir si ça fonctionne, etc. Donc forcément, c'est beaucoup plus long. Et maintenant, il y a de nouvelles approches. Je pense notamment à un petit script qui est proposé par Armand sur GitHub. Je pourrais vous retrouver le lien et vous le donner, mais qui permet à un développeur classique de travailler en local. Donc extrêmement intéressant pour différencier une version en prod et une version en développement. Et du coup, aller beaucoup plus vite dans cette phase de développement. Donc c'est possible, mais attention, pas deux développeurs Webflow dans le même projet. Ouais. Bah, je compléterais, c'est très bien ce qu'a dit Théo, clairement là-dessus, je suis assez d'accord. Moi, ça m'est arrivé de bosser avec un autre développeur Webflow, qui est au final la bonne personne avec qui je bosse à Gorgias, qui elle aussi fait du Webflow. Ça peut être délicat en fait là-dessus parce qu'on n'a pas forcément les mêmes approches, comment travailler, du style dans, par exemple, comment on nomme nos classes, typiquement, ou comment on construit des fois des structures. On n'a pas du tout la même. Parce que ce qui est intéressant aussi avec Webflow, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne approche. Du fait que, par exemple, si on veut construire un élément, c'est comme n'importe quel développeur. Il y en a un qui va le faire d'une façon A, l'autre qui va le faire d'une façon B, et les deux sont bonnes. Après, il faut se poser la question, en fonction des attentes, en fonction des performances, etc., laquelle est la mieux. Ça, c'est d'autres, on va dire, critères. Après, pour revenir sur ce que disait ce que disait Théo, pardon. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans la communauté Webflow, moi je trouve ce que je vois depuis un an et demi, c'est que l'écosystème s'est énormément développé. Il y a eu beaucoup d'outils autour de Webflow qui se sont développés. Donc, on a par exemple parlé de Nobull, qui est un outil qui n'est pas développé par Webflow, qui est développé par une agence spécialisée Webflow qui s'appelle FinSuite. Et par exemple, eux, ils font énormément pour la communauté. Je pense aussi à JetBoost, je pense aussi à d'autres outils qui se sont lancés et qui permettent aujourd'hui d'augmenter les capacités de Webflow avec des scripts assez simples parce qu'ils ont toujours cette logique de rendre les choses simples. Et c'est assez incroyable ce qu'on peut faire. En titre d'exemple, moi, j'ai créé une marketplace avec Webflow et avec Airtable. Alors, je hack un peu le truc, mais ça marche plutôt bien. Et on parlait de SEO tout à l'heure, avec juste du référencement naturel. Moi, j'ai une perf qui est à peu près les 90-95 sur Google Lighthouse. J'ai un trafic qui est à peu près à 30 000 visiteurs par mois et j'ai rien fait de particulier, après, à part un peu optimiser et tout. Donc, on peut quand même très rapidement atteindre des taux qui soient assez intéressants pour lancer des projets, pour tester et pour voir déjà si ça marche avant de passer à l'étape supérieure. Ok, très bien. Alors, on a beaucoup parlé de Webflow. Est-ce que vous voyez d'autres outils en fait qui émergent ou est-ce qu'on peut parler rapidement de concurrents tels Bubble, Glide, Adalo, dont on a parlé durant toute la semaine, voilà, pour respecter la concurrence et qu'on nous accuse pas de favoritisme. Bien sûr. Je ne sais pas si tu veux y aller. Vas-y, si tu veux. En plus, vu que tu connais un peu plus Bubble que moi, si tu veux repartir sur Bubble, sans problème. Alors, en fait, aujourd'hui, je pense que d'une manière globale, et on l'a vu cette semaine avec toutes les conférences, le no-code a clairement été arrivé, je pense, à une phase un peu plus de maturité, où les outils, déjà, il y a un peu les mastodons comme Bubble, comme Webflow, qui sont des gros du milieu, ou même Airtable, qu'on considère comme du no-code, qui soit ont enlevé des millions, voire des centaines de millions, et deviennent vraiment des gros, sont des gros. Et après, il y a eu beaucoup de petits nouveaux qui sont venus parce que avec l'attrait des mastodons, l'avantage, c'est qu'en fait, la levée de fonds devient beaucoup plus facile. On peut se développer bien plus rapidement. On peut se plugger aussi à ces mastodons. Et donc, moi, j'en vois surtout deux qui m'intéressent, que je suis beaucoup, parce que en fait, ça résout des problématiques que je ne peux pas faire avec Webflow, qui sont à la fois Bubble, d'un point de vue complexité de l'information. Bubble est très puissant en termes de workflow, en termes de back-end au final, plus que front-end pour Webflow. Donc le back-end, c'est la logique, faire que dès qu'on fait telle action, ça effectue ça derrière dans le site. Et ça, c'est incroyable, Bubble, ce qu'il peut faire, où on se connecte à des API. Le défaut aujourd'hui de Bubble, il y en a deux. Un qui sont en train de régler, qui est le design. Il y a encore un an, on ne va pas se le cacher, la majorité des sites Bubble étaient quand même très laids. Et donc, venant de Webflow, c'est un peu un choc parce qu'on se dit, OK, des choses qui peuvent paraître très simples, comme si on parle de CSS, comme du Flexbox ou des grids, en fait, Bubble ne pouvait pas le faire. On était obligé de le faire en code. Donc, très vite, ça devient chiant. Donc là, ils ont vachement amélioré parce qu'ils ont lancé en fait un nouvel éditeur et ça a mis de la Flexbox, donc ça a facilité les choses. Et aujourd'hui, la deuxième, pour moi, limite de Bubble, c'est la performance qui est critique aujourd'hui dans les SEO et dans beaucoup de sites. Et ça, c'est leur point d'orgue de cette année.
Donc Bubble est clairement très intéressant. Ils ont levé beaucoup d'argent l'année dernière, donc ça va être cool de les suivre cette année. Et après, le deuxième point, et ça sera, je m'arrêterai là après, mais c'est WeWeb pour moi, la deuxième boîte qui est très intéressante, qui est française. J'aime bien mettre en avant des boîtes françaises parce que c'est assez cool et on est bien présent dans l'univers no-code. WeWeb est très intéressant parce qu'eux, ils ont pris une autre démarche que Bubble, que Webflow. Bubble et Webflow sont dans cette logique de tout faire en interne pour tout gérer eux-mêmes. Avec Bubble, a des plugins, une marketplace de plugins, mais ça reste en interne. WeWeb, ils se disent, OK, on va créer la meilleure interface front qu'on peut, et au niveau du back, on va faciliter on va dire le fait de se plugger à des outils existants. Donc, par exemple, de se plugger très facilement à Airtable, de se plugger très facilement à Xano, qui est une autre database, un autre système de database plus puissant, ou à Stripe, etc. Et c'est encore très jeune, mais c'est très prometteur parce que de cette façon, ils ne réinventent pas la roue. Et ils vont aller beaucoup plus vite parce que le front est plus facile à développer que du back au niveau de la structure et tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc pour moi, c'est un peu mes deux chouchous. Et je les suis avec beaucoup d'attention cette année où je pense que voilà, Webflow va évoluer encore, mais tout l'écosystème de toute façon profite je dirais, de tout et s'auto-nourrit, quoi. Okay. J'aime beaucoup l'approche de WeWeb parce que, à la différence de Webflow, qui a un écosystème qui est très fermé, mais qui permet juste d'ajouter un script. Mais voilà, ça reste très limité. Souvent, je compare avec Android et Apple, où on a du coup là un écosystème sur lequel on va pas pouvoir faire beaucoup de choses. C'est Webflow qui dicte, OK, on ajoute une fonctionnalité, vous pouvez faire que ça, et vous attendez la suite si vous voulez faire autre chose de plus. WeWeb, en fait, est plutôt sur l'autre approche où, OK, on va ouvrir à beaucoup de choses, de sorte à permettre plein de cas d'usage très différents. Et donc, c'est très intéressant si on va aller sur des sites plus avancés, en effet, avec des solutions interconnectées, etc. Moi, j'allais de l'autre côté du spectre, sur les plus petits sites, quand on a besoin de démarrer, par exemple, créer un tout petit site pour une petite boîte ou autre. Je voyais que ça en parlait pas mal dans le chat. On a évidemment Doric, Umso, des solutions comme ça qui permettent en effet de créer des sites très simples. Là où, et du coup, c'est pareil, une petite transition avec la question d'après, mais là où je serais un peu prudent avec ces outils qui permettent de faire des petits sites et donc qui, techniquement, sont faisables en Webflow, mais du coup, Webflow offre plus de choses à côté. Je pense que là, on arrive à un moment où on a beaucoup d'outils no-code et il y a un moment où il y aura un écrémage. Il y a des boîtes qui sont trop sur le même secteur que d'autres et du coup, forcément, il y a des boîtes qui marcheront moins bien que d'autres. Et donc, lesquelles vont rester, lesquelles vont partir, c'est là où je pense que les boîtes qui permettent de faire moins de choses ou des sites plus petits qui, je ne sais pas, par exemple, n'ont pas de CMS, n'ont pas un éditeur très avancé ou des choses trop simples, vont à un moment disparaître. Donc, attention, parce que le choix aussi de la solution web qu'on a, c'est un choix pour 2, 3, 4, peut-être 5 ans. Donc, forcément, il faut être sûr que la boîte qui fonctionne derrière, elle est capable de tenir aussi ce délai-là. Donc, il y a plein de solutions pour les petits sites, mais prudence dans le choix. Ok, top. Alors, j'ai une question de Grégory autour de la maintenance et finalement la passation aussi de connaissances avec soit un nouveau dev, soit avec vos clients. Comment vous gérez ça en général? Alors, cette question-là, en fait, elle fonctionnerait avec du développement classique. Comment un développeur classique fait pour qu'un autre développeur classique vienne interagir avec le site? Donc, pour ça, on a des nomenclatures, des manières de nommer ces classes, de manières de structurer un site. Pour ça, on a des boîtes comme FinSuite qui commencent à donner des exemples de structures de nommage de classes, des choses comme ça, pour venir essayer de guider et essayer d'unifier un petit peu tout le monde sur une manière de travailler, donc avec Client First. En termes de structure, évidemment, c'est une structure web, c'est des choses qu'on enseigne, qui sont enseignées par la Web University, l'information, ou même c'est des manières qui régissent le web, donc on essaie de s'y tenir. Et après, en ce qui concerne plutôt l'approche client, moi, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est de créer une petite fiche Notion avec une petite vidéo Loom. Loom, c'est un outil qui permet d'enregistrer son écran, d'enregistrer une petite tête. Et puis, en même temps, on explique, voilà comment fonctionne l'éditeur. Voilà comment fonctionne le designer. Attention, si vous changez ça, ça modifie sur notre page. Donc, vraiment de prudence sur la forme. Mais vous avez accès au fond. Pour ce qui est ensuite du transfert de projet, on a des moyens hyper simples dans Webflow de transférer un projet d'un compte Webflow à un autre. Donc, c'est pareil. On peut sans problème transférer le projet sur un compte client, donner des accès en édition. Vraiment, il y a je veux dire, cette passation freelance ou agence vers le client, elle se fait très, très bien. Et c'est vraiment cette approche, donc elle est très saine aujourd'hui, c'est vraiment cette approche freelance vers freelance pour la récupération de projet, pour une évolution ou autre, qui est encore en cours de structuration, mais ça arrive et ça arrive
très très vite. Complètement. C'est ça, en fait. C'est là qu'on voit aussi c'est pareil, une certaine maturité à la fois de no-code, mais même dans l'univers Webflow, où l'écosystème a énormément grossi. Et c'est vrai que des agences comme FinSuite, ils contribuent beaucoup. Où ils ont lancé, donc, comme disait Webflow, comme disait Théo, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, de Client First, qui est leur outil pour développer en fait plus rapidement, avec déjà une nomenclature qui est déjà bien actée, etc. Il y a la méthode BEM, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Qui est aussi une autre méthode. En fait, ça reste de la documentation. Moi, je fais un peu la même que Théo. À chaque fin de projet, j'enregistre des vidéos Loom pour déjà expliquer les bases, on va dire, et comprendre. Après, si mon client commence à me demander, OK, voilà, si je vais éditer demain une page, ou etc., comme un développeur en fait le ferait naturellement, on ne peut pas en fait expliquer en l'espace de 1 heure comment fonctionne Webflow. Moi, je vais souvent l'orienter vers la formation de Théo, typiquement, et lui dire, en fait, là, il faut que tu te formes. Donc, la majorité du temps, ils se démerdent plutôt bien, ils mettent les mains un peu dedans, ils apprennent, et dès qu'ils ont des besoins autres, ils reviennent me voir. Moi, je reste en général très disponible pour leur répondre. Et si je leur dis, là, par contre, ça a demandé du temps, là, au pire, on est reparti sur un autre devis. Mais ça reste sur quelque chose d'assez classique, même en développement web. Parce que oui, certes, éditer les contenus, ça se fait bien. Si demain, vous voulez créer une nouvelle page avec des nouvelles structures et autres, c'est un peu plus compliqué, quoi. On ne peut pas juste copier-coller et faire sa tambouille. Ok, parfait, très clair. En effet, de toute façon, le problème de la documentation est aussi vrai dans n'importe quelle boîte qui fait du Complètement. développement. Ouais, bien sûr. C'est toujours un vrai pain pour trouver, bien sûr, le bon dosage. On va passer à la dernière question. Donc, les habitués, ceux qui ont été là durant tous les talks de cette semaine, la connaissent. Comment voyez-vous l'univers du no-code dans 5 ans? Est-ce que vous pensez qu'il y a des nouveaux acteurs qui vont arriver? Est-ce qu'on va réinventer des outils? Et qu'est-ce que vous voyez comme évolution au niveau des people? Est-ce que du coup, les product managers, les product designers, maîtriser Webflow va être un mandatory ou pas? Et les marketeurs aussi, bien sûr. Est-ce que tu veux te lancer sur ce sujet, Valentin? Vas-y, je vais lancer. Je pense que pour finir sur les people, clairement, on le voit déjà aujourd'hui avec des gens qui sont embauchés comme no-code builder au sein des boîtes, ou no-code project manager, ou des choses comme ça, avec no-code vraiment inclus dedans. De plus en plus de designers, que ce soit des product designers, comme on leur demande aujourd'hui d'avoir une compétence en Figma, on va des fois leur demander d'avoir une compétence en Webflow. Donc, en final, moi, je pense que clairement, le no-code s'est imposé dans beaucoup de boîtes. Aujourd'hui, ça a quand même une destination surtout des startups startups, grosses boîtes et PME déjà pas mal digitalisées. Le prochain axe, ça va quand même être toutes les TPE, PME, mais ça, c'est plus de la digitalisation pure. Et après, pour où je vois l'univers no-code dans 5 ans, 5 ans, c'est compliqué à dire parce que j'ai du mal déjà à le voir dans 1 an ou 2, vu comment ça évolue. Aujourd'hui, moi, je trouve c'est qu'en no-code, on peut à peu près tout faire que ce qu'on faisait en développement web. Alors, bien sûr, il y en a qui vont crier et dire non, on ne peut pas faire ça. Je suis d'accord. Mais clairement, il y a quand même une grosse majorité des choses qu'on peut faire. C'est-à-dire que si on veut créer un site, on peut. Mais aujourd'hui, la majorité des gens vont se dire OK, le no-code, c'est top si tu veux lancer une landing page. Aujourd'hui, on peut lancer des sites assez complexes avec du CMS dynamique. On peut faire du site type marketplace avec Bubble, et on a un très bon exemple d'une entreprise française qui vient de lever 13 millions juste avec une plateforme développée sous Bubble. Donc, c'est quand même pas si mal que ça. Donc, il y a des grandes chances qu'ils vont passer sur leur propre technologie. Mais si Bubble évolue bien d'ici 1 ou 2 ans, il y a un moment où ils vont juste faire en fait, on n'a pas d'intérêt forcément. On préfère presque prendre quelqu'un en interne qui soit spécialisé là-dedans, des développeurs spécialisés Bubble. Ça va nous coûter moins cher. Les mecs vont être tout aussi bons, passionnés. Et en fait, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut là-dessus, quoi. Et après, le dernier point, c'est aujourd'hui, pour moi, c'est peut-être le point encore d'ombre, c'est les applications mobiles, qui sont quelque chose dont certaines boîtes no-code ont taclé, commencent à bien tacler, comme Adalo, et il y en a d'autres, bien sûr. Ça demande encore quelques années parce que c'est plus complexe d'un point de vue code pour après le publier proprement sur les stores. Et ils sont encore assez limités en termes de features, mais je pense qu'on leur reste 2-3 ans et en gros, ils vont arriver à une certaine maturité. Et là, pour moi, ça sera impressionnant, quoi. Genre, passer en code sera intéressant, mais si
pour lancer un projet ou même avoir un projet déjà d'une bonne taille, il n'y aura plus d'intérêt à le faire en code pur, quoi. C'est vrai. Merci. C'est vrai. Moi, je rebondirais. J'ai 3 points sur le futur du no-code et autres. Alors, j'en parle un petit peu. Je pense qu'il y aura un écrémage. Forcément, à un moment, il y a beaucoup de solutions qui naissent aujourd'hui. On en voit, je pense que sur Product Hunt, une fois par semaine, il y a un nouvel outil qui sort et qui va faire des sites web, des applications. Donc, je pense qu'à un moment, on arrivera à un point de rupture où des outils ne seront plus rentables, où les gens choisiront un outil qui est capable de faire peut-être plus de choses. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je pense que la personne qui fait du no-code, ce n'est pas un profil qui n'aura que cette compétence. On n'est pas que, je pense aux designers, je pense aux photographes. Il n'y aura pas un profil uniquement Webflower, supposons. C'est plutôt des compétences qu'on va venir combiner avec d'autres, et c'est ce qui fait que sur le marché du freelancing, par exemple, les profils qui sont les plus recherchés, c'est des gens qui font design plus Webflow. Webflow plus JavaScript ou Webflow plus du Growth, par exemple. Et forcément, c'est des profils qui sont hyper intéressants et qui peuvent être orientés du coup product très facilement. C'est vraiment une compétence, je dirais un outil, mais ça va au-delà quand même d'un outil, c'est une manière de concevoir sur web, un outil qu'on va venir s'approprier, qu'on va ajouter à une autre compétence. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement, donc des postes dans des entreprises qui sont spécialisées Webflow, mais qui ont des compétences annexes comme du design, JavaScript et autres. Et l'autre point que je veux dire, c'est que c'est un excellent point d'entrée pour l'apprentissage du code, techniquement. Moi, aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas un seul projet qui sort sans qu'il y ait du custom code. Et j'ai beaucoup de gens dans la formation qui n'avaient aucune connaissance, qui se sont lancés sur le no-code, qui ont adoré Webflow, qui ont adoré l'écosystème no-code, qui techniquement, à un moment, ont voulu aller plus loin et donc ont commencé à mettre les mains dans le cambouis, j'ose dire. Du coup, finalement, on s'y sont retrouvés parce que c'est des notions qu'ils utilisaient dans du no-code, dans l'interface de Webflow, dans la manière d'automatiser, des choses comme ça. Et en fait, je pense que là, on va créer l'écosystème no-code va créer des gens qui sont capables de faire déjà de base des choses en no-code, mais au-delà de ça, des gens qui sont capables de faire des choses en no-code et en code à l'avenir. Donc, je pense que l'avenir est radieux et je suis plus que confiant en fait. Et après, pour compléter très rapidement ce que dit Théo, et promis, après j'arrête. En fait, je pense que aussi les personnes qui sont dans le no-code et qui sont vraiment, en fait, soit qui bossent dedans en tant que free, soit qui ont l'occasion avec leur entreprise, ça démontre à la manière un peu des développeurs, c'est que souvent, c'est des autodidactes. Et donc, c'est des personnes qui savent apprendre. Et donc, de ce fait-là, en fait, ça sera beaucoup plus facile de leur placer sur des choses à apprendre, de nouvelles compétences à aller chercher et autres, parce qu'en fait, ils vont savoir se débrouiller. Et c'est aussi ça, tout le truc, c'est que quand on n'arrive pas avec Webflow, on est obligé de trouver une solution au bout d'un moment. Donc, on est obligé d'apprendre à se débrouiller. Donc, on apprend à coder, on apprend à designer autrement, dans mon cas, de temps en temps, ou on apprend à automatiser, on va apprendre à aller passer par d'autres outils, etc. Et mine de rien, c'est un peu de la même manière qu'un développeur qui, lui, va aller chercher aussi ses réponses et construire au fur et à mesure son flow pour se dire quelle est aujourd'hui la solution que je peux mettre en place. Et dans un an, il va peut-être revenir dessus, il va se dire, OK, au final, ce n'était pas la meilleure façon, mais j'ai vachement progressé grâce à ça. C'est ce qui m'a ce qui m'a mis le pied et je vais encore améliorer les choses. Et c'est comme ça qu'on évolue en permanence, quoi. En effet, c'est pas parce qu'on peut faire qu'on sait bien faire et de plus en plus, on apprend et on y arrive. Complètement. Ce talk arrive à la fin. Merci Théo et Valentin pour cette discussion très enrichissante. J'espère que ça aura donné envie à beaucoup de se lancer sur Webflow et qui vont avoir un nombre de comptes créés énorme. Bien sûr, on peut vous retrouver, on conseillera toujours le No Code France, le Slack, sur lequel vous pouvez retrouver énormément de personnes qui discutent autour de toutes ces thématiques-là. Au nom de Tiga et de Super PM, qui est un collectif de product managers, experts et coach no-code, qui va justement vous aider à amener la pratique no-code au sein de votre équipe produit. On voulait vous remercier d'avoir été aussi nombreux durant cette semaine. On ne pensait pas qu'il y avait un engouement aussi énorme quand on a lancé cette initiative, mais en tout cas, on voit que ça bouge et que l'écosystème français est au rendez-vous. Vous avez des questions ou des suggestions, vous les postez en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur Super PM et sur Tiga, n'hésitez pas à nous pinguer sur nos réseaux sociaux. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.